Bienvenue dans Effet Papillon, le podcast qui prend le temps de regarder derrière les idées et les choix qui façonnent nos chemins. Ici, je rencontre des artistes et des entrepreneurs dont les parcours se situent à la croisée de l'art, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Je suis Noura, photographe et vidéaste à Rennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Emmanuel. Je te laisse te présenter. Bonjour Nora, Emmanuel, du coup, oui, je me présente. Je suis photographe indépendante et je traite des sujets liés à la jeunesse et aux personnes qui ont essentiellement vécu des traumatismes dans leur vie, à commencer par tout ce qui touche à la santé mentale et notamment les harcèlements, les emprises et tout ce qui touche également aux maladies invisibles. Voilà. Ok. Alors déjà, première question, comment vas-tu vraiment en ce moment ? Plutôt bien en ce moment parce que déjà je ne travaille pas pour le moment et je suis en arrêt, donc c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique pour moi. J'ai malheureusement un employeur qui a tendance à croire que la misogynie est encore de ce monde et on peut pas tellement malheureusement lutter contre ça, c'est encore bien présent. Et quand j'ai été arrêtée au mois de septembre, du coup j'ai été mise sous antidépresseurs, ce qui a été un chemin long, fastidieux. Il a fallu trouver le bon compromis, la bonne molécule pour enfin voir un peu de lumière dans tout ça et retrouver un petit peu de confiance et d'espoir, et ça a beaucoup aidé. Voilà. Ok, bah trop bien. Enfin, trop bien. C'est bien que ça se passe comme ça, parce que bon, le pourquoi du comment, il est pas très drôle, mais bon, moi, t'arrives à rebondir et à prendre soin de toi, et c'est le principal. C'est ça. Alors, du coup, si ton parcours était une œuvre d'art, à quoi ressemblerait-elle ? C'est pas obligé de, du coup, citer une œuvre d'art connue, mais ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est, par exemple, si t'avais une toile devant toi, ou si tu devais créer une musique ou écrire un poème, pour expliquer ton parcours de vie en général, à quoi ça ressemblerait ? J'ai une idée bien concrète du tableau qui représenterait pour moi, en tout cas, la symbiose de tous ces états d'esprit que j'aime et qui me composent. Ça serait Le baiser de Gustav Klimt, parce que pour moi, c'est une œuvre qui est lumineuse, solaire, par la manière dont elle est peinte et par la façon dont les couleurs ressortent. Et on sent en regardant cette œuvre en fait que tout l'amour a été déposé dans ses pinceaux et dans tout ce qui la compose. Et je pense que c'est vraiment le tableau en tout cas que je pourrais regarder le plus longtemps. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est très beau ce tableau. Plein de couleurs et tout, donc c'est vrai que ça te correspond bien. On essaye. Ouais. Du coup, comment es-tu devenue photographe ? C'est quoi un peu le cheminement ? Est-ce qu'il y a un moment un peu déclic ? Voilà, dis-nous tout. J'ai commencé la photographie très petite en fait. Je piquais l'appareil photo argentique Minolta de mon père et du coup je m'amusais à récupérer les pellicules et à les emmener du coup dans les laboratoires photo. Et j'aimais déjà à l'époque faire ça. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Et puis un jour est arrivé le numérique. Donc comme tout le monde, j'ai commencé avec les tout petits appareils photo numériques, même les appareils photo jetables qu'on emmenait dans les sorties scolaires. Donc ça, c'était... De ouf, mais qui n'a pas connu ça, vraiment. Ah, c'est incroyable. Moi, j'ai eu la même. Quand tu remontes ta petite molette et tout. De ouf. Ah, c'est un grand moment à chaque fois. Et puis après, je me suis acheté mon premier appareil photo, premier hybride. Je devais avoir une vingtaine d'années à peu près. Et puis j'ai tout de suite adoré en fait le fait de pouvoir capturer des moments sans forcément les commercialiser, juste pour soi en fait, avoir des photos, les regarder et se procurer des émotions qu'on n'a pas l'habitude de vivre en les regardant. C'était comme une poésie intime, comme un petit jardin secret en fait, avec juste un déclenchement et puis une vision sur le moment, sur le temps. Et j'adorais ce côté éphémère dans la photographie, comme je l'aime dans les poèmes, et c'est pour ça que Haïku est mon pseudonyme. J'aime le côté éphémère dans la photo. C'est comme le mouvement, c'est quelque chose qui arrive sur un instant, qui ne se reproduira jamais, et c'est ce qui en fait toute la poésie. Voilà, et c'est pour ça que la photo aujourd'hui, ça fait une partie, c'est partie intégrante de moi. Je pense qu'il faut tout vivre tous les jours, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Et c'est quand on perd son enthousiasme, je pense qu'on se désintéresse des choses. Et la photographie, c'est le seul moyen, en tout cas pour moi, de jamais perdre pied par rapport à tout ça. Ok.
Je vois bien. Trop bien. Parce que du coup, avec la photo, est-ce qu'il y a d'autres d'autres arts, je sais plus parler, que t'aimes bien ou que tu pratiques peut-être de manière personnelle peut-être des fois, est-ce que tu mélanges plusieurs arts Ouais, ça arrive. Alors, je dessine beaucoup aussi, Ok, donc trop bien. ça c'est plutôt sympa avec avec des crayons, souvent des crayons feutres très fins. J'aime bien les lignes très fines et Ok. répétitives. Il y a quelque chose de rassurant, je trouve, dans le côté répétitif. Donc, Ok. j'aime bien cet effet-là. Et la cuisine qui fait partie vraiment là de mon dada plus. Oui. Dès que ça parle de bouffe, je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Je pense que ça serait même ça serait même pornographique tellement c'est puissant en fait de parler cuisine, tu vois. Parler du petit beurre qui mousse dans ta petite tôle de fer avant d'aller jeter tu vois tes petites Saint-Jacques, tu vois, le petit truc comme ça, ou juste ton petit dessert aussi avec ta petite mousse de fruits. Enfin, en fait, c'est génial parce que c'est déclinable à l'infini et c'est comme la photo en fait, la cuisine, Oui, c'est déclinable à l'infini et c'est vrai. puis c'est très éphémère. Tu la manges et c'est fini. Ouais. Non, Donc c'est c'est trop vrai. bien. Non, mais pareil, moi, la nourriture, c'est vrai que. Enfin, j'aime beaucoup cuisiner. Moi, je fais pas genre des plats de fou, mais j'essaye de faire des trucs que j'aime et à chaque fois c'est bon. Donc je me dis, bon, ça va, je me débrouille pas trop mal. Mm. Et même cuisiner pour ses proches, enfin, je sais que. Genre, moi, mon anniversaire dernier, là, j'avais fait genre dîner aux chandelles, genre avec mes potes. J'avais fait, toi, genre juste des. On avait fait spaghetti, une sauce au saumon et j'avais fait une sauce tomate végé. Et juste ça, enfin, c'est hyper simple, mais du coup, mes amis m'avaient aidé, mais genre, c'était super bon, parce que j'ai une autre copine aussi qui aime beaucoup cuisiner. Petit shout à Margot, si elle passe par là. Et enfin, ouais, c'est hyper simple, mais juste se retrouver autour d'un bon repas, et c'est un langage universel, en fait, la nourriture. Enfin, là, juste, tu mets de la nourriture sur une table, les gens parlent autour et tout, mais Mm. genre, c'est trop bien. Ah, en plus, ça rapproche énormément. Hein. C'est vrai que Bah la ouais, tablée, c'est le truc, quoi. C'est vraiment c'est le truc. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le seul moment aussi où tu peux vraiment parler en te regardant dans les yeux. T'as ouais, pas forcément besoin de ton téléphone à ce moment-là, quoi. oui, c'est ça. T'as pas besoin d'être pollué en fait par tout l'environnement extérieur. T'as Mm. juste tes proches autour de toi, et puis la cuisine procure de l'émotion. Ouais, carrément. Mm. Ouais, mais ça replonge aussi dans des souvenirs, des fois. Mm. Enfin, moi, je sais que, par exemple, il y a la fraise. Moi, j'en ai une de tatouée en plus, là. Ah C'est ouais, un tatouage en commun que j'ai avec ma sœur. excellent. La fraise, c'est vraiment le fruit de notre enfance. Enfin, à côté de chez moi, il y a maintenant, c'est les nouveaux jardins d'Orgères. Avant, c'était les jardins d'Orgères. Et en fait, tu pouvais les cueillir comme ça, comme tu voulais. Ah, trop Même bien. moi, ça me rappelle genre mes grands-parents et tout, enfin, mon enfance. Enfin, ouais, vraiment un peu les Madeleines de Proust, comme ça. Mais tellement. Et c'est trop rigolo que t'en parles parce que moi j'ai une cerise de tatouée J'ai juste là. une cerise là. J'ai une cerise sur le bras là, en Ah, mode trop bien. gothique. J'adore. Et moi c'est pareil, c'est en référence à ma grand-mère parce Bah qu'elle ouais. avait un énorme cerisier qui avait plus de 120 ans Ah et qui ouais. donnait des énormes burlas. C'est une sorte de cerise en fait énorme, noire, hyper sucrée, hyper juteuse. Ok. Elle faisait les meilleures confitures du monde. Trop bien. Ah ouais, non, mais vraiment, moi, chez C'est mes fou. grands-parents, c'est pareil, il y avait un cerisier qui donnait pas autant de cerises, c'était plus les oiseaux qui les mangeaient. Mais c'est juste, voilà, les petits souvenirs de chez mes grands-parents, je dis, ouais, il y avait Mm. ça, il y avait genre les tulipes, parce qu'ils avaient un grand jardin. Mm. Ouais, il y a plein de souvenirs comme ça. Ouais, ça C'est trop rappelle bien. Bah ouais, tellement de choses, de c'est fou. ouf. Du coup, on va revenir un petit peu à ton travail de photographe. Mhm. Avec du coup ton métier de photographe, c'est quoi tes convictions? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Voilà. Sur le métier en lui-même, déjà, il faut arrêter de se concurrencer. Je pense qu'il faut commencer par là. La photo, c'est pas un métier dans lequel on se concurrence, c'est un métier dans lequel on s'exprime. Et je pense que c'est vraiment nécessaire en fait que les photographes se rencontrent. Je pense que même que ça soit pro ou amateur, il faut qu'ils se rencontrent. Tous les photographes ont énormément à s'apporter et c'est pas forcément apporter l'œil comme on dit beaucoup, c'est juste s'apporter du temps pour pouvoir partager un moment et juste discuter autour de ça, discuter autour des émotions que procure la photographie. Moi je suis persuadée en fait qu'on parle pas de la technique en photo, on en parle certes dans le Oui. milieu professionnel, mais avant tout en fait on parle de la photographie parce qu'on cherche réellement à s'apporter des émotions quand on les voit, quand on les regarde, quand on les imprime et je pense que c'est
c'est ça qu'il faudrait remettre en avant aujourd'hui dans le métier de photographe. N'importe qui peut être photographe, c'est vrai. N'importe qui peut faire de très belles photos à partir du moment en fait où ces photos-là lui procurent déjà à lui-même du bonheur. Et c'est ça qu'il faut partager. Et il faut prendre le temps de discuter, il faut prendre le temps de rencontrer ces modèles, il faut prendre le temps aussi d'accepter la différence de l'autre, et il faut accepter aussi d'avoir quelqu'un qui nous dit ça ne me plaît pas comme ça, ou ça ne me plaît pas traiter comme ça, parce que voilà, on n'est pas parfait, bien loin de là, mais déjà d'écouter, ça fait les 3/4 du travail. C'est vrai. Et du coup, en termes de connexion, est-ce qu'il y a des choses que tu veux revendiquer du coup à travers tes photos? Est-ce que tu as des combats personnels que tu veux mettre en image? Oui, en tout cas pour moi, les premiers combats qu'il faut avoir, c'est arrêter de penser que on ne peut pas être photographié parce que on n'est pas photogénique déjà. Je pense que c'est quelque chose que de plus en plus de monde partage. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut arrêter de penser qu'on n'est pas photogénique. Ça veut rien dire. C'est comme s'assumer. Ça veut rien dire. Personne n'a à s'assumer en fait. Ça n'existe pas. Ça c'est vraiment. Je trouve que c'est dommage en fait d'en arriver là, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc j'aimerais vraiment en fait faire en sorte de faire comprendre que la photographie, ça se revendique avant tout par l'essai. Il faut essayer, il faut demander à un photographe, il faut lui poser des questions, il faut faire de l'essai aussi, et il faut pas avoir peur de demander. Surtout, il faut pas avoir peur de demander. On est des personnes comme tout le monde. On est certes des professionnels, et on essaye de se rémunérer comme on peut malgré les difficultés d'être entrepreneur aujourd'hui, et c'est un fait. Je pense que tu le partages aussi. Ouais. Donc je pense que c'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut arrêter d'avoir de l'argent dans un premier temps, mais il faut aussi que les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là posent des questions, se renseignent, et n'aient pas peur de le faire. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi de ce que tu dis. Parce que plusieurs fois, j'ai rencontré des dames qui avaient à peu près entre 40 et 60 ans. Et que des femmes, j'avais fait une prestation comme ça. Et du coup, je prenais des portraits de ces femmes-là. Et quasiment toutes, elles m'ont dit « je ne m'aime pas en photo, je suis pas photogénique et tout ». Alors que, enfin après c'est hyper subjectif, mais vraiment je suis en mode mais vous êtes incroyable. Et puis moi je m'en fiche, moi je te mets juste en valeur, mais du coup c'est grave triste d'entendre ça, et c'est vrai que chez les femmes, moi je l'entends énormément, et je trouve ça tellement dommage, et du coup moi c'est vraiment une mission que je me suis donnée, d'aider les personnes à s'aimer en photo. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut leur paraître genre hyper superficiel, mais moi je trouve que c'est hyper important, même pour moi. Des fois, je me prends en photo moi-même, et moi, ça m'a aidé dans ma confiance en moi, à me dire, en fait, chacun et chacune, on peut se trouver beau, et c'est pas être narcissique, genre loin de là. Parce qu'on va vivre avec notre tête et notre corps toute notre vie. Donc si on peut s'aimer au moins, 50, 70%, 90%, 100%, ça nous allège un peu, quand même. Surtout qu'on est une femme, on est tout le temps matraqué de plein de trucs. Et juste des fois, même pour moi, j'ai envie de me dire, en fait, j'ai envie d'être moi-même, et fuck, si je te plais pas, genre, c'est pas mon problème. Enfin, voilà, s'il y a quelque chose qui plaît pas chez quelqu'un, c'est peut-être que la personne, elle a un problème quand même, et... Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. En plus, l'autoportrait, et en plus surtout chez le photographe, est peut-être l'exercice le plus difficile, parce que c'est quand même essayer de faire une photo parfaite avec son propre regard. Et c'est un énorme challenge que de devoir se prendre en photo soi-même. Et moi, je suis comme toi, je me suis beaucoup entraînée là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que les photographes doivent presque faire du visagisme aujourd'hui avec leurs modèles, pour leur demander est-ce que vous appréciez certaines parties de votre corps, est-ce qu'il y en a d'autres que vous n'aimez pas, et d'où l'intérêt justement d'en parler longuement avec eux auparavant. C'est nécessaire, mais on est bien d'accord pour dire que la seule personne qui est parfaitement modélisée, c'est Photoshop. C'est la seule entité qui peut être photogénique aujourd'hui. C'est Photoshop. Il y a pas de débat là-dessus. Tous les corps doivent être mis en avant. Tous les corps doivent être célébrés. Ça, c'est une évidence. À commencer par les corps qui ont vécu, et pour ça, les peaux sont souvent de très beaux marqueurs.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mm. Où est-ce qu'on était rendu? Si tu pouvais parler à ton toi enfant, que lui dirais-tu? De s'exprimer plus. De s'exprimer plus et de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur de parler pour en fait, enfin par comment expliquer ça? En fait, je pense qu'on sous-estime complètement la parole des enfants et je pense que si je devais parler à mon petit moi, je lui dirais bah n'aie pas peur de parler et même si on te croit pas, persévère. Mmh. Voilà, Oui, je suis parce d'accord. qu'il a fallu attendre mon âge aujourd'hui, c'est-à-dire 37 ans, pour ouvrir la parole auprès de mes parents, les voir pleurer pour quelque chose de dramatique qui a été ancré au fond de moi pendant 30 années et en fait je regrette OK. vraiment de pas avoir pu parler de tout ça plus Mmh. tôt, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait aujourd'hui, d'avoir eu le Mmh. courage de leur en parler aujourd'hui et surtout de ne pas avoir été affectée de le faire. Mmh. Parce que le courage il faut l'avoir et il faut Oui. l'avoir à n'importe quel âge. Bah oui, Mm. non, mais ça, c'est enfin la phrase mieux vaut tard que jamais, je trouve, dans certaines situations, c'est hyper vrai. Mm. Parce que, enfin, on vit tous des choses hyper compliquées. Et je me dis, au moins, si tu l'as dit à une personne, parce que des fois, enfin, juste garder un truc comme ça en toi, mais ça peut vraiment te ronger à vie. Mm. Et pouvoir le déposer auprès de quelqu'un. Et bah, malheureusement, des fois, les réactions peuvent être plus ou moins bienveillantes, etc. Mm. Mais au moins pouvoir le dire et ouvrir la parole. Enfin, je me retrouve un peu dans ce que tu dis, le fait de s'exprimer, parce que bah, moi, petite, jusqu'à, je pense, le lycée à peu près, j'étais une enfant qui parlait pas, qui s'exprimait pas, parce que je pense, chez moi, avec mes parents, j'avais pas la place pour le faire, et du coup, bah, quand t'as pas la place nécessaire pour le faire, mais t'as plein de choses que tu refoules, et puis à un moment, ça explose. Mm. Donc c'est pour ça que je pense que si j'ai des enfants, genre je ferai hyper attention à ça, à la communication et leur laisser la place et instaurer un climat de confiance en mode bah si tu veux me parler, je serai là pour toi. Mm. Et tu peux éviter quand même pas mal de problèmes après quoi. Donc enfin pour moi c'est hyper important de libérer la parole. Oui. Et c'est en partie pour ça que je fais le podcast pour libérer la parole sur plein de sujets, de thématiques différentes. Parce que si on dit rien et que tout le monde se tait, il peut rien se passer. Et, et c'est en parlant qu'on avance et qu'on essaie de faire bouger les choses. Mm. Donc c'est trop important. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où on met souvent en avant les gens qui sont à l'aise à l'oral, qui sont sur le devant de la scène et tout. Et toutes les personnes qui sont un peu plus réservées, introverties, etc., bah, c'est hyper compliqué. Oui. Enfin, moi, avant, j'étais encore plus réservée. Maintenant, ça va mieux. Mais je suis pas non plus en mode ouh, allez, regardez-moi. Je suis en mode bon, je dose un peu, mais après, c'est ma manière d'être. Mm. Et c'est pour ça, essayer d'aider les personnes qui sont un peu comme moi à briller aussi, parce que tout le monde a le droit de rayonner, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça devrait être obligatoire en fait. Bah ouais, non, mais c'est ça, je pense que à l'école, il y a plein de trucs qui servent à rien, hein, qu'on soit d'accord. Enfin, je sais pas, avoir des cours justement, de prise de parole, tout ça, parce que je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais je crois la prise de parole en public, c'est la deuxième peur chez les gens. Mm. Je me dis, mais c'est énorme. Non, De je suis parler même en pas public. surprise. Ah ouais, non, mais parler en public, t'as tout le monde qui te regarde, là. T'es en mode, oula, pas dire n'importe quoi. Ouais. Et je me dis, ça pourrait être trop bien, genre, d'apprendre à l'école, ouais, de la parole en public, parce que rien que pour des examens où t'as des oraux, même pour des entretiens d'embauche. Même ou avant, genre, les exposés, quand tu es oui, petit, voilà, les exposés, ouais. même au primaire, en fait, lire une poésie devant tout le monde, je Ouais. sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Je sais pas. Ou, même les exposés, Moi, j'ai une expérience traumatisante avec le fait de lire une poésie. Parce que j'avais une professeure qui m'avait clairement humiliée devant toute la classe. Je crois que je l'avais déjà raconté dans un ancien épisode. Mhm. Et une prof... en fait, j'avais pas appris ma poésie entièrement. Du coup, il y a des moments que j'oubliais. Et elle m'a clairement humiliée devant toute la classe. Ce que je trouve absolument horrible. Surtout que j'étais en CM1. Oh. Donc j'avais quoi? T'as quel âge en CM1? Bah, CM1, t'as 9 ans, 10 ans. Ouais, 9-10 ans. Ouais. Donc humiliée comme ça devant toute la classe. Donc ce genre de moments, ça te marque, ça peut te marquer à vie. Et du coup, ça laisse des traces. Donc peut-être que ça m'a marqué. Et du coup, peut-être que c'est lié à le fait que j'ai du mal à parler en public. Maintenant, ça va mieux en vrai.
mais c'est pas simple. Non, c'est très difficile. Et puis l'appréhension, en plus de ne pas être crédible devant un Bah, grand c'est nombre de ça. personnes, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ouais, il y a 2 semaines, là, j'ai animé un atelier photo devant, il y avait 24 personnes, avec un autre photographe qui, lui, est très à l'aise à l'oreille, etc. Moi, c'était la première fois que j'animais ça. Et vraiment, j'essayais de pas trop réfléchir. Mais en plus, à un moment, j'ai eu un bug sur du coup, le triangle d'exposition en photo. Genre, j'ai eu un bug alors que je connais ça. Enfin, ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo. Je sais pas, j'ai eu un bug sur un truc. J'étais en mode, je me suis sentie con. J'étais en mode, mais Nora, t'es débile. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai verbalisé. Je dis, ah oula, mais j'ai un bug et tout. Et genre, c'est pas grave. Enfin, ça arrive. Mais du coup, des fois, tu te dis, tu te sens bête devant des gens. T'es là à te dire, faut pas que je dise de conneries. Attends, là, je me tiens pas bien. Enfin, t'as plein de trucs qui te passent par la tête. Même ta posture et tout. Enfin, c'est hyper compliqué. Hein. Oui. Franchement, moi, j'étais pas à l'aise du tout devant 24 personnes qui te regardent comme ça. Donc, bon, je maîtrisais le sujet, hein, vu que je parlais de photos, de vidéos. Donc, voilà, j'y suis allée au talent, comme on dit. Donc, au moins, je savais ce que j'avais à dire, mais ouais, c'est impressionnant quand même. Mais bon, la plupart des gens, ils ont quand même de l'empathie pour toi et c'est bienveillant, et que si tu fais une petite bourde, et bah, c'est pas grave, genre c'est pas la fin du monde, personne va être là en mode ah la nulos, et s'il y a quelqu'un qui fait ça, et bah c'est un gros con, et merci, au revoir, quoi. C'est sûr que dans le domaine artistique, en tout cas, la plupart des gens qui viennent qui viennent à des ateliers comme ça sont quand même beaucoup plus bienveillants que si tu exposes une thèse scientifique aboutie ou non aboutie. Ouais, parce que là c'est dans un réseau d'entrepreneurs dans lequel je suis, il y a plusieurs personnes qui me connaissent, tout ça, donc c'était bienveillant. Et puis si quelqu'un aurait fait une réflexion, bah on leur aurait pris la porte, je pense. Mais voilà, tout s'est bien passé. Mais c'est un bon exercice en vrai. En vrai, j'étais pas trop stressée, bizarrement. Je suis en mode, je suis allée à la cool. Mais en vrai, tant mieux. C'est mieux. Pas de pression. Quel moment de ta vie t'as le plus transformé ? C'est une bonne question, ça. Quel moment de ma vie m'a le plus transformé ? Alors, j'hésite. Tu peux en dire plusieurs, hein, si tu veux. Alors, je vais en dire 2. Ouais, je vais en dire 2. Le moment où le moment où j'ai été accompagnée pour me sortir d'une relation d'emprise et de dépendance affective, parce que j'ai compris le mécanisme à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'était en 2000. C'était en quoi ? En 2020 ? Ouais, ça devait être entre 2019 et 2020. Ouais, je cache pas que ça a été un moment très important, parce que c'est très difficile, surtout quand ça dure plusieurs années, de se défaire d'un toxique, pervers, narcissique, dépendant affectif. On ouvre de plus en plus la voie là-dessus, et tant mieux. Et je pourrais te donner des références de livres, même de BD, si les gens n'aiment pas lire, parce que la BD, c'est un bon moyen aussi de vraiment comprendre les choses. Et je pense que tout le monde devrait lire Tant pis pour l'amour. C'est une BD qui explique en fait justement ce que c'est que cette relation. Okay. Et pour s'en défaire, c'est très très difficile, parce que il faut bien comprendre que les années qui ont précédé, avant de se rendre compte de ce que c'est réellement, on est en fait complètement manipulé mentalement et éloigné de tout ce qui nous tient à cœur. Donc, que ce soit les proches, les amis, la famille, les animaux, tout ce qui en fait nous crée un lien d'affection, pour se concentrer uniquement sur la personne qui est votre sauveur. Sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça marche, hein, mais c'est pourtant bien ce qui se passe. Donc ça, je pense que ça a été le premier vrai moment. J'ai été dans une asso qui s'appelle Femmes 21, donc c'était en Bourgogne à l'époque. Et j'ai rencontré une femme qui m'a clairement expliqué de quoi il s'agissait, et que c'était une maladie. Et ça m'a énormément aidée, parce que 1 mois sans manger, 15 kilos de moins et complètement déprimée de tout. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a juste mis une définition face à un mot, et ça a changé toute ma vie.
Donc je la remercie encore une fois parce que merci à ces bénévoles en fait d'exister pour justement nous aider à comprendre les choses, à comprendre mieux. Et c'est ce qui aujourd'hui fait en sorte que ma démarche est dans cette voie-là, parce que il faut aider et il faut aider le plus jeune possible avant de grandir et avant de détruire des vies avec des enfants quoi derrière. Donc ouais, ça a été le premier moment. Et puis le deuxième moment le plus marquant de ma vie, mais c'est mon fils. C'était sûr. Il est trop mignon. Bah oui, toi-même tu l'as rencontré, donc voilà. Mais oui, non, mon fils c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. J'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. J'ai eu beaucoup de problématiques de santé qui ont vraiment pas aidé. Et aujourd'hui, je donne vraiment toute ma force à toutes ces femmes qui essayent d'avoir des enfants et qui ont des problématiques liées justement à ces maladies invisibles, entre autres, dont on a parlé. Et ouais, aujourd'hui, voilà, je fais vraiment partie en fait de ces mamans qui cocoonent complètement son enfant. J'ai absolument aucune honte à le dire. Et je me contrefous qu'on me dise que je le gâte trop ou qu'on passe trop de temps avec eux. On passe jamais assez de temps avec son enfant. De ouf. Voilà. Ouais. Donc ça c'est clair. Et c'est une fierté, c'est une énorme fierté en fait d'avoir pu mener cette grossesse à bout. C'est une énorme fierté d'avoir vécu un accouchement. C'est quelque chose de très puissant et c'est une énorme fierté d'avoir accompagné aussi mon conjoint là-dedans parce que c'est un papa qui est féministe et qui fait tout en tout cas pour comprendre les femmes, qui a eu justement cette dépression, lui, d'avoir peur de s'en occuper, de ne pas savoir s'en occuper, qui a eu tout son passif lui revenir en pleine face aussi à ce moment-là. Ah oui. Et ça a été un long chemin pour lui aussi. Et je pense que c'est important aussi de voir ce côté-là parce que c'est vraiment une expérience dingue, vraiment dingue. J'imagine. Sans parler de l'expérience physique, l'expérience mentale est quand même vraiment très très puissante et force à toutes les mamans qui ont plus d'un enfant parce que déjà quand on a un c'est du job, mais alors quand on a 2, 3, 4 c'est force à vous les mamans. Bah de ouf. Bah moi j'imagine, je comprends pas parce que moi j'ai pas d'enfant. Mais j'ai ma sœur du coup qui a une petite qui va avoir 2 ans en août et il y a un autre enfant qui a 7 ans, qui a eu 7 ans. Mais du coup c'était le premier bébé de ma famille proche. Donc déjà voir un bébé naître, j'étais en mode c'était trop bizarre. En plus c'est ma sœur, je dis quoi, ma sœur elle est enceinte, elle va avoir un enfant quoi. C'était trop étrange, mais c'était trop, enfin moi j'étais trop contente. Et je me dis porter un enfant, moi peut-être que je changerai d'avis d'un jour mais je sais pas, mais ce truc là j'ai pas envie de porter un enfant. Je pense que être maman ça me fait pas peur, mais c'est porter un enfant, je sais pas pourquoi ça me fait hyper peur. Peut-être que c'est lié à plein de trucs qui sont peut-être inconscients, j'en sais rien, mais je sais pas pourquoi ça me fait hyper peur, mais je trouve ça extrêmement beau. Vraiment de porter la vie et de mettre au monde un petit être qui vient de toi. Vraiment, ça me fascine. Mais c'est vrai qu'avant, je sais pas pourquoi j'avais du mal avec les enfants. Je sais pas, j'étais pas à l'aise. J'arrivais pas à être à l'aise avec les enfants. Et depuis que j'ai ma nièce, ça s'est vraiment décoincé entre guillemets. Désolée si j'utilise pas forcément les bons mots, mais un peu de mal aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de bons et mauvais mots. Mais ouais, parce qu'en fait, je sais que c'est pas du tout la faute des enfants, évidemment, mais des fois, il y a des enfants qui malheureusement sont dans des situations compliquées et que du coup, leurs émotions ressortent et des fois, ça peut être ils sont un peu agressifs. Et c'est vrai que des fois, j'avais du mal à jauger l'enfant. Je voulais pas... En fait, ma peur, c'est vraiment de traumatiser un enfant ou genre de dire ou de faire un truc qui va le mettre hyper mal. Et pour ça, maintenant, je fais hyper attention. Et je pense que d'avoir eu un nouveau-né dans les bras maintenant, je sais comment faire, je suis plus à l'aise, tout ça. Mais ouais, c'est... Je sais pas si j'aurai des enfants un jour. En tout cas, c'est dans un coin de ma tête, mais je me dis si j'en ai, ce sera incroyable.
Enfin, des fois, j'ai envie d'être maman. C'est cet instinct maternel qui est là. Je suis en mode, oula, qu'est-ce qui se passe, la baby fever, là? C'est pas maintenant, il est trop tôt. Mais enfin, vraiment, quand je vois ma sœur avec ses enfants, ou même toi avec ton petit, je trouve ça tellement beau, en fait, genre d'être maman et d'avoir ce lien-là avec son enfant. C'est unique et seules les personnes qui portent des enfants peuvent comprendre ça. Et je trouve ça incroyable. C'est un lien unique, oui, tu as raison. Mais en fait, même quand c'est les enfants des autres, quand tu aimes les enfants, tu aimes les enfants. Après, l'angoisse de le porter, je te comprends totalement, parce que moi, j'imaginais pas du tout mon corps changer. C'est ça. En fait, il y a tellement de choses qui changent. Moi, j'ai vu ma sœur... pendant 6 mois de sa grossesse, elle a vomi tous les matins. Elle a eu plein d'intolérances. C'est tout change. Genre, ton monde est chamboulé, quoi. Donc, il peut y avoir tout ou rien. Après, faut pas trop s'inquiéter, tu vois. Ta sœur, elle a malheureusement eu les mauvais symptômes, mais tu vois, moi, j'ai vécu une grossesse plutôt facile, plutôt... Oui, ma sœur aussi, en vrai, ça a été... Voilà, après, j'ai eu les acidités, c'est pas cool. Après, il y a des femmes qui ont le diabète gestationnel aussi, c'est pas cool non plus. Il y a tellement de choses, mais en fait, tu te souviens plus vraiment de tout ça quand il est là. Oui, c'est ça. Quand il ou elle est là, quand c'est... Ouais, quand c'est dans tes bras, c'est dans tes bras. Ouais, voilà. C'est cette espèce d'euphorie complètement dingue qui te submerge complètement. Mais il y a le temps. Oui, non, c'est ça. Et même, du coup, j'ai vu ton petit il y a quelques jours là, et en fait, c'est trop bien les enfants parce que tu vois, genre, c'est hyper. Ils se posent pas de questions. Ouais. Toi, genre, il est venu me voir, il voulait être sur mes genoux et tout, et genre, vraiment, je trouve ça trop mignon, genre, les liens que tu peux créer avec les enfants. Genre, juste, il est là, il kiffe. Il kiffe sa vie. C'est un kiffeur. C'est ça. Et genre, je trouve ça trop mignon. Genre, c'est trop bien. Puis il était content de jouer les canailles avec toi. Tu vois, il s'est dit, tiens, je la connais. Une nouvelle copine. Elle est gentille, elle, tiens. Je vais la manipuler, ouais. En plus, je suis trop mignon, donc elle va être hyper gentille avec moi. Les regards de canaille, j'avoue. Il est terrible quand il fait son regard de canaille. Mais Mané, c'est pareil. Hein. Tu vois, le regard de Chibi, là, je suis en mode, toi, là. Tu prépares une bêtise. Ouais, non, de ouf. C'est tellement ça. Quelles sont tes peurs aujourd'hui et comment tu les gères, comment tu les traverses? Je pense que ma principale peur, c'est de ne pas assez faire résonner ce que j'ai vécu. Je pense que c'est la plus grosse peur, en fait, c'est peut-être ça, c'est de voir qu'il y a encore aujourd'hui un nombre incalculable de femmes qui vivent ces traumatismes-là. Et j'ai peur pour les générations futures. Je peux pas en fait m'empêcher d'avoir peur pour mon fils parce que on sait pertinemment qu'on fera notre maximum et même en faisant notre maximum, on n'est pas à l'abri des influences extérieures. Et je pense que c'est ça en fait qui me fait le plus peur. Voilà. J'espère juste être suffisamment 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Suffisamment apte à lui apprendre à se protéger lui-même et à savoir dire non. Parce que en fait, c'est hyper important. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas peur de la maladie, j'ai pas peur de mourir non plus. J'ai pas ces angoisses-là. Mais j'ai cette angoisse de ne pas avoir fait suffisamment pour que mon fils sache se protéger de l'extérieur. Et ça, c'est important. J'ai perdu un peu foi en l'humanité pendant un long moment, pendant une longue période. Et en fait, je me rends compte que maintenant que j'ai du temps, je rencontre des personnes qui me ressemblent beaucoup plus. Je prends beaucoup plus de temps avec les personnes aussi qui comprennent mon point de vue. Et je me rends compte qu'on n'est pas si peu nombreux et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont envie de créer du lien, de créer des collectifs ensemble, d'être dans l'esprit en fait de communauté, de vraiment pouvoir en fait s'entraider. Et il y a encore de l'altruisme malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui aux infos, malgré tout ce qu'on entend, malgré cette déferlante
de masculinisme montant. Malgré tout ça, en fait, il y a encore beaucoup d'espoir. Il y a énormément de femmes qui se battent pour leurs droits. Il y a énormément d'hommes qui essayent de comprendre les femmes qui se battent pour leurs droits. Et il faut pas lâcher ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc la plus grande peur, c'est que les générations, en tout cas la mienne, c'est que les générations de mon fils et en tout cas des enfants à venir puissent être bien informés sur ce que c'est que la réalité des choses pour les femmes, pour les hommes, pour les êtres humains en règle générale, et que ça résonne un maximum. Voilà. Après, je pense que déjà moi, ma génération, on est vachement au fait de tout ça. Enfin, la parole se libère de plus en plus. Bon, il y a encore énormément de travail à faire, mais je vois sur les réseaux, il y a plein de gens qui osent prendre la parole. Donc je pense que ça va aller en s'arrangeant. Je l'espère. Peut-être que je suis trop utopiste, je sais plus parler. Mais je me dis qu'il y a des choses qui vont se libérer, qu'il y a des choses qui vont changer. Et que nous, on ose parler et on ose aller dans la rue quand il faut. Donc je me dis, je pense qu'il y a des choses. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va péter. Je ne sais pas comment ça va péter, mais je pense que ça va peut-être faire mal. Mais des fois, peut-être que c'est nécessaire pour qu'on se fasse entendre de là-haut, quoi. Donc voilà, j'ai quand même une once d'espoir. Mais il y a des choses que tu dis, vraiment, j'ai l'impression de... Enfin, ça fait résonance chez moi. Elle me dit, mais j'étais un peu pareil aussi. À un moment, je me suis dit, mais beaucoup de gens sont mauvais, en fait. Qui est vraiment gentil et bienveillant? Certes, il y a des gens qui sont méchantes et malveillantes, mais c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, du coup, j'ai rencontré tellement de personnes. Et je serais infiniment reconnaissante pour ça et je me remercie d'avoir fait ce choix. Parce que si j'étais salariée dans une entreprise, je verrais tout le temps les mêmes têtes et j'aurais pas autant rencontré de personnes. Et de pouvoir rencontrer justement plein de personnes qui me ressemblent. Et je vois que je connecte avec des personnes qui sont un peu comme moi. On partage les mêmes choses, on a la même sensibilité, tout ça. Il y a plein d'effets miroirs et de résonances. Et de connecter avec autant de personnes et de créer des liens hyper naturellement. Déjà, moi, ça m'aide et ça me nourrit énormément. Parce que je sais pas pourquoi j'avais cette pensée-là. Je me disais, c'est bon, j'ai mon cercle d'amis, je me ferai pas de nouveaux amis. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Alors que je me suis fait plusieurs nouveaux amis depuis plusieurs mois. Et c'est pas... moi, j'ai du mal un peu avec les amitiés superficielles. Moi, je vois pas l'intérêt. Soit on est amis et on a un vrai lien, soit ça... Après, j'ai des potes avec qui on se parle très rarement, mais je sais qu'il y a une connexion qui est réelle. Ils sont loyaux. Voilà, on n'est pas obligé d'être fusionnel non plus. Hein, chaque relation est différente. Mais je suis trop contente en fait d'avoir ces liens-là. Et je sais que ma démarche est honnête et la démarche en face aussi est honnête et que on s'apporte mutuellement. Et juste avec des gens qui te comprennent et qui sont bienveillants et qui sont là pour toi. Et moi, je suis là pour les autres aussi. Mais je pense que quand tu vis des relations amoureuses ou amicales où on te la met à l'envers et où on te ment ouvertement et on te trahit, vraiment, maintenant, j'arrive à déceler ça plus facilement. Malheureusement, c'est les épreuves de la vie et ça nous apprend. Et je me dis, si je devais vivre ça, c'est que ça devait m'apporter quelque chose derrière, même si sur le moment, c'était horrible. Ouais. Mais moi, ça fait la personne que je suis aujourd'hui et maintenant, je sais me battre. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais j'arrive à m'affirmer et à me dire, là, stop, c'est trop pour moi. Mais c'est pas facile, c'est un long cheminement. Oh, oui. Mais je le dirai jamais assez. De toute façon, il faut se faire aider. Oui. Faut parler à qui vous voulez, que ce soit un parent, un ami, un psy, un ou une psy. Exactement, une asso, voilà, y a tellement une de choses. connaissance, ça peut être un relais, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être une nouvelle connaissance en fait qui n'a absolument aucune notion de ce que tu as vécu auparavant et qui sera complètement qui sera complètement impartial par rapport à tout ça.
Et ça, c'est chouette. Et c'est rigolo, tu vois, que tu parles des déceptions amicales parce que je te rejoins complètement là-dessus. Et ça fait aussi partie, justement, des sujets avec mes jeunes. C'est que on vit aussi du harcèlement dans l'amitié. Ouais. Et on vit aussi de Oh là l'emprise dans oui. l'amitié. Et c'est Oh peut-être là même oui. les pires. Ouais. C'est parce que, en fait, un ami, on lui confie tout. On lui confie son intimité. On lui confie ses chagrins. On lui confie aussi ses joies, ses peines. Et en fait, on est extrêmement manipulable par ses amis parce que on lui raconte tout sous prétexte de confiance. Et aujourd'hui, la confiance, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un. C'est difficile d'avoir confiance dans le travail, d'avoir confiance dans le cercle amoureux. C'est difficile, en fait, juste de se dire on lâche prise, tu peux avoir confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on est en fait... on est quelque part un peu brisé quand on a vécu trop de déceptions, qu'elles soient amicales ou amoureuses, on finit par en être brisé. C'est difficile de recréer du lien derrière. Bah ouais, totalement. Mais c'était... Peut-être je l'ai déjà dit dans le podcast, ça se trouve, je radote. Mamie radote, c'est pas grave. Mais c'était la tante d'un de mes meilleurs potes qui avait dit moi, d'office, je fais confiance aux gens. Et si tu trahis ma confiance, bah, c'est fini. Et bon, moi, c'est une phrase qui est restée dans ma tête. Bon, tout le monde ne va pas être d'accord avec ça, évidemment. Mais j'aime bien cette démarche-là, d'être moins méfiant. Bon, malheureusement, des fois, ça peut jouer des tours et on peut se tromper, évidemment. Mais je me dis, j'en ai marre, en fait, de me méfier de tout le monde. En mode, est-ce que cette personne, elle est bien pour moi ou pas ? Parce que souvent, de toute façon, on le ressent, enfin, l'intuition... Enfin, là, récemment, j'ai une situation comme ça où, justement, j'ai eu un mauvais pressentiment. Et j'étais là en mode j'ai envie de faire confiance à la personne et au final j'avais raison. Donc maintenant il faut vraiment que je me dise en fait si j'ai un mauvais pressentiment je cherche pas plus loin, il faut que je m'écoute vraiment. Là c'était pas pour un truc grave mais ça aurait pu un peu dégénérer donc heureusement c'était un truc avec ma meilleure pote, on a réussi à cut le truc parce qu'elle aussi elle sentait la douille là. Donc elle m'a dit on va arrêter là. Mais ouais, ce truc de confiance, ouais, c'est pas simple. Mais je me dis, quand mon cœur et mon cerveau me disent que cette personne est bien pour moi. Enfin, toi, c'est comme nous deux. Enfin, on s'est rencontrés très récemment. Ensemble, on se connaît pas tant. Mais en fait, le feeling, il est là. Et on s'entend bien. Et c'est naturel. Donc, maintenant, j'essaye de m'en prendre la tête et d'être spontanée. Et de voir ce qui se passe. Puis l'intuition, on en a parlé déjà plusieurs fois. L'intuition, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. On parle de l'intuition maternelle, mais il n'y a pas que. En fait, l'intuition, c'est global. L'intuition, c'est hyper prenant. Je pense qu'on l'écoute pas assez. On l'écoute vraiment pas assez et on devrait l'écouter beaucoup plus. C'est vrai, tu as raison, on se méfie énormément. C'est terrible d'ailleurs de se poser ces questions-là constamment. Et en même temps, on peut pas s'empêcher non plus de douter. C'est totalement naturel aussi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu sais repérer après le danger, t'as quand même plus de facilité aussi à dire non. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est quand même vraiment chouette. Quelle trace veux-tu laisser ? Que ce soit avec ton travail ou même toi, personnellement Quelle trace je veux laisser ? Sincèrement, aucune. J'espère vraiment justement ne pas laisser de traces parce que si on laisse une trace, du coup, on laisse pas la place aux personnes de créer leur propre voix aussi. Je sais pas si c'est clair, mais je pars du principe en fait que les rencontres éphémères, c'est merveilleux. Les rencontres qui donnent des liens plus forts comme ce qu'on est aujourd'hui, c'est très bien aussi. Mais vouloir absolument laisser sa trace quelque part, c'est pas utile. On est là très peu de temps au final. On est là peut-être entre 70 et 85 ans en moyenne. La meilleure trace que tu puisses laisser, c'est celle que tu laisses à ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, et surtout faire en sorte que pendant ta durée de vie, tu puisses lui apporter tout ce que tu peux. Que tu puisses apporter à tes amis tout ce que tu peux, que tu sois altruiste. Moi, c'est ça en fait la trace que je veux non pas laisser, mais que je veux imprégner chez l'autre.
C'est le fait d'être constamment gentil, d'être altruiste, de ne pas chercher à nuire à l'autre et de ne pas créer du conflit volontairement pour faire mal ou juste pour blesser. C'est inutile. Oui, Si tu t'entends pas avec quelqu'un ou si tu es déçu de quelqu'un, ignore-le, passe à autre chose et va à la rencontre de personnes qui ont du bon à t'apporter. Qui seront bien pour toi. Ouais, qui seront bien pour toi, qui seront bien dans ton entourage. C'est pas parce que tu vas être ami avec quelqu'un depuis 30 ans que si ça se trouve ça fait pas 30 ans que cette personne n'est pas bonne pour toi. Il faut constamment en fait chercher à se remettre en question par rapport à ça et il faut encore une fois s'écouter avant toute chose. C'est si au bout d'un moment t'as plus de nouvelles ou si t'en donnes plus non plus, c'est que ça doit être comme ça et puis c'est tout. Donc laisser une trace là-dedans, chercher absolument à marquer l'histoire. Moi je suis pas Marie Curie, je suis pas Simone Veil, je suis pas Simone de Beauvoir non plus. J'ai pas ce tempérament politique pour mener des combats aussi hauts. Mais à mon niveau en tout cas, je ferai tout pour constamment chercher l'altruisme et la gentillesse autour de moi, ça c'est clair. Et sans attendre en retour, surtout. En vrai, c'est pareil. Enfin, vraiment, j'ai vraiment pris ce trait de caractère de ma maman, du coup, qui est, je pense, une des personnes les plus altruistes sur cette planète. Que vraiment, elle est toujours prête à donner aux autres. Bon, des fois, j'ai l'impression qu'elle s'oublie parfois un peu trop. Mais c'est juste, elle est tellement gentille, elle veut donner aux autres et comment dire, cette hospitalité, parce que du coup moi j'habite avec ma maman et ma meilleure amie dans une maison et tout le monde est accueilli et le ou la bienvenue. C'est vrai que souvent mes amis viennent chez moi et ma mère les adore et inversement. Et que elle adore quand il y a du monde à la maison, qu'enfin ça vit quoi. Donc parce que chez moi pendant très longtemps ça a été très compliqué, c'était triste chez moi et c'était marrant parce que mes amis disaient mais chez toi c'est la maison du bonheur alors que avec mes parents ça se passait extrêmement mal. Mais c'est juste que mes parents, parce que maintenant mon père il a déménagé, mais mes parents ils étaient toujours contents de recevoir mes amis, ils échangeaient et discutaient et c'est vrai que c'est pas tous les parents qui sont comme ça et c'est ok évidemment si tout le monde n'est pas forcément autant ouvert ou juste à l'envie, mais je trouve que c'est une chance quand même d'avoir des parents qui soient ouverts comme ça sur les amis de ses enfants et qui en fait s'intéressent vraiment. Je sais que ma mère elle est déjà partie en fest-noz avec des potes à moi sans que je sois là, juste en mode vas-y faites votre truc. Moi j'aime pas les fest-noz, ça me fait chier. Excellent. Vraiment même ma mère elle est très proche de ma copine, elle s'envoie des messages et tout et moi je trouve ça génial parce que pour moi c'est hyper important que la personne avec qui je suis elle s'entende avec mes parents. Et tout ça pour dire quoi, je sais plus, je me perds dans les mots. Mais oui, c'était l'altruisme. Et même moi, dans ma vie, en fait, je ferais tout pour être gentil avec les autres. Même si c'est juste quelqu'un que je croise dans la rue. Je sais que des fois, il y a des personnes qui vivent dans la rue qui me parlent et qui m'accostent. Pour moi, c'est le minimum de leur répondre et de leur accorder juste un sourire et souvent malheureusement je n'ai pas de monnaie mais juste tu leur dis bonjour, bon courage et peut-être que ça peut leur illuminer leur journée, je sais pas. Ou même je sais pas, quelqu'un qui te demande un truc dans la rue, tu vois, genre juste être gentil, ça coûte rien. Donc à un moment des fois tu vas sourire à quelqu'un ou des fois il y a des personnes dans la rue qui m'ont fait des compliments. L'autre fois c'était une dame, elle aimait bien mon maquillage. Moi, ça m'a refait ma journée. Et toi, ça coûte rien. Et je trouve que des fois, on perd un peu ce lien humain. Là, je pense que ça va faire très boomeuse ce que je vais dire, mais bon, je le pense. Avec tous le digital, toi, je trouve que avec les téléphones, ça crée un mur, barrière, des fois. Une vraie barrière. Et des fois, je vois des gens, ou même, j'en parlais avec ma copine, parce qu'on a le même avis là-dessus, c'est que des fois, on voit des couples au restaurant qui sont sur leur téléphone. Et moi, ça me rend triste. Et l'autre fois, avec ma copine, on était au restaurant.
Et avec ma copine, on parle tout le temps parce qu'on a tout le temps des choses à dire et voilà, et c'est fluide. Et il y avait un couple derrière nous, ils parlaient pas. Et je sais pas, moi, ça me rend triste parce que dans une ancienne relation, c'était ça, ou avec ma partenaire, c'était compliqué le dialogue. Et je me dis, mais en fait, c'est vraiment une peur de finir comme ça avec la personne que je suis. Vraiment, je suis en mode, puis on n'a plus rien à se dire. Enfin, c'est à quoi bon, en fait. Et j'ai l'impression que des fois, on perd un peu le dialogue. Donc c'est pour ça, genre, c'est trop important de garder ce dialogue-là et de pas avoir peur à parler à l'autre. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à faire ça, par exemple en France. Mais je pense peut-être que si j'étais à l'étranger, j'aurais moins de mal. Et je pense que ça dépend des pays aussi, où des fois, il y a des pays où les gens se parlent. Oui. Ou même ça dépend de où on habite, parce que je sais que ma copine, elle est, là, elle est à Biscarrosse. Et elle a pas de mal à parler aux gens, donc peut-être c'est la personnalité qui fait que. Mais ouais, elle est à Biscarrosse, tout le monde se connaît, l'échange est facile, et je trouve ça trop bien, et je trouve que parfois ça se perd. Ah, mais Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Surtout, c'est clair. Et c'est pour ça qu'encore une fois, tu vois, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est que réellement, en fait, le besoin de discuter avant de s'ouvrir à l'autre et de comprendre l'autre, c'est nécessaire. Bah oui. Et puis les gens ont besoin, en fait, de parler d'eux parce qu'ils ont peut-être pas de cercle suffisamment proche autour d'eux pour pouvoir évoquer tous les sujets, ou peut-être que justement ils peuvent pas les évoquer dans leur cercle intime, ils ont peut-être besoin de quelqu'un d'extérieur pour les aider. Et c'est très chouette, en fait, juste de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ta copine. C'est exactement ça aussi qui fait la différence. Il suffit d'une personne, en fait, pour tout changer. Et moi, quand j'ai rencontré mon copain, on s'attendait pas du tout à en être ici aujourd'hui, et pourtant on en est ici aujourd'hui. Et c'est exactement ça. Et moi, je sais que je communique énormément, mais quand j'ai pas envie de communiquer, il accepte aussi mes silences. Et je trouve ça formidable, en fait, de pouvoir pouvoir, en fait, naturellement être comme on est. Sans être constamment critiqué. On est déjà critiqué par la publicité constamment. On est critiqué par les médias constamment. Donc si on peut éviter d'avoir ça dans notre quotidien avec de vraies personnes, ouais, franchement, prenons tout ça. De ouf. Quel est ton effet papillon à toi? Une action qui a bouleversé ta vie, par exemple. Est-ce que j'ai un exemple, moi? Par exemple, je sais pas, un jour, t'es allé à un endroit et t'as rencontré une personne, et du coup, ça t'a complètement bouleversé ta vie, ça t'a fait changer de perspective, ou une petite action que t'as faite, du coup, d'où l'effet papillon qui a eu un effet boule de neige. C'est une bonne question. Moi, je pense très très souvent à la marraine de mon fils, Chloé. Je pense très fort à toi, ma Clo-Clo. Je pense très souvent à Chloé parce que, en fait, Chloé, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de mon copain. Okay. Et en fait, ça a été quelque part un effet papillon, parce que quand je l'ai rencontrée, je me suis rendu compte à quel point une personne pouvait être à la fois courageuse, à la fois déterminée et à la fois capable de prendre ses décisions sans influence. Okay. Et aujourd'hui, rencontrer quelqu'un qui est capable de dire « je t'ai écouté, mais je vais faire à ma façon, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je le fais quand même à ma façon », je pense notamment à son ex qui était un foutre con, vraiment. Vraiment. Et vraiment, en fait, je pense que ça a été la plus belle personnalité que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, et parce que elle réussit à ne pas se faire influencer, et ça c'est quelque chose de très important pour moi. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et c'est, je pense que ça a changé ma vie de l'avoir dans la mienne. Ouais. Ah oui, à ce point-là. Ouais, ça trop bien. Vraiment. Ça a vraiment changé ma vie de l'avoir dans la mienne, parce que c'est vraiment une personne qui a un courage incroyable. Elle a vécu des choses vraiment pas faciles non plus dans sa famille. Aujourd'hui, elle a trouvé l'amour, mais ça n'a pas été simple. Elle a le SPOM aussi, donc du coup dans un niveau très élevé.
Donc elle a des problèmes d'hormones, elle a des problèmes assez conséquents et à un stade assez élevé en plus. Mais elle reste déterre, elle reste confiante, elle fait du burlesque, génial. Ouais, vraiment, c'est une personne, mais voilà, vraiment pour moi, c'est si je devais vraiment remercier quelqu'un, en tout cas ces dernières années, je remercie la marraine de mon fils. Okay. Je suis très très fière de l'avoir dans mes amis et j'espère qu'elle écoutera ça jusqu'au bout parce que ouais, vraiment. Je parle de toi à la fin. Là. Voilà, ouais, c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. Ok. Mon copain aussi, bien évidemment, mais c'est pas la même chose. Oui, mais, bien sûr. Trop bien. Mais ouais, elle a une très belle personnalité. Ouais. Ok. Trop c'est chouette. rare aujourd'hui. C'est vrai. Et du coup, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Et si tu as quelque chose à partager, tu dis ce que tu veux, c'est totalement libre. Ça marche. Et on peut me retrouver du coup sur Instagram. Voilà, avec mon arrobase aiku.photographie et puis on peut me retrouver également sur Facebook, sur WhatsApp, enfin tout en découle de toute façon. Donc voilà, exactement. Alors je suis pas une grande pro des réseaux sociaux, donc je peux mettre du temps à répondre. Je préfère prévenir parce qu'effectivement c'est voilà, j'ai ma petite vie à côté et je priorise toujours la vraie vie à la vie des réseaux. Mais voilà, en tout cas, tout le monde peut m'écrire, ça c'est pas un problème, je répondrai toujours à tout le monde. Et je ne fais pas de priorisation, je réponds vraiment à tout le monde. Et puis quelque chose de libre à dire, j'espère que toute personne qui aura envie, en tout cas, de me partager son histoire, le fera. Toutes les personnes qui ont vécu quelque chose de difficile et qui ont envie d'en parler à quelqu'un, toutes les jeunes qui ne savent pas où elles en sont, et puis voilà, vraiment en parler, parce que nous, notre travail, c'est de détecter quand il y a des choses qui nous paraissent vraiment étranges dans les comportements des personnes qui vous entourent, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un et de partager votre histoire, et si vous voulez le faire, sachez que moi, j'ai vraiment pour but de faire des expositions là-dessus. Je veux rencontrer un maximum de personnes qui sont prêtes à parler, qui sont prêtes à ouvrir la parole. Et s'il faut les aider, je les aiderai avec le plus grand des plaisirs. Vraiment. Ok. Super. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage et ton témoignage. Merci à toi. C'était super chouette. Ouais, tout pareil. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir.